Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, on va parler de la semaine de 4 jours avec notre invité, Laurent de la Clergerie. Laurent, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Morgane. Merci de participer. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, sachez que, comme vous le savez, il est suivi en live pour ceux qui le souhaitent, qui leur donne la possibilité d'interagir, de poser des questions, poser des questions à notre invité. Laurent, je vais vous laisser peut-être vous présenter. Alors, certains vous connaissent parce qu'on vous entend, on vous voit, on vous entend souvent dans les médias par rapport à ce sujet-là, mais on vous a vu aussi dans Patron Incognito pour ceux qui regardent l'émission. Laurent, je vous laisse vous présenter. Donc, Laurent de la Clergerie, président fondateur du groupe LDLC que j'ai créé il y a maintenant un peu moins de 27 ans. C'était mon premier job. J'ai jamais rien fait d'autre avant, si ce n'est des études d'ingénieur et mon service militaire à l'époque. LDLC, c'est un groupe qui essentiellement a pour métier de vendre du matériel informatique sur Internet et qui, depuis maintenant 7 ans, a développé en plus à peu près 80 boutiques, racheté quelques concurrents, Matériel.net, Top Achat, BIMP qui est lui sur le monde Apple, et qui regroupe aujourd'hui 1000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui sera cette année d'à peu près 680 millions d'euros, avec un REX d'à peu près 55 millions d'euros, donc une boîte qui se porte très bien. Et comme on va en parler aujourd'hui, on est passé à la semaine de 4 jours, 32 heures travaillées pour 700 des collaborateurs il y a 1 an et pour l'intégralité, en totalité depuis 3 jours. D'accord. Voilà, c'est tout récent. Merci pour cette présentation. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez la possibilité de poser des questions et de même de commenter directement sur le chat. Et bien sûr, je ferai votre porte-parole. Laurent, avant de rentrer dans la semaine des 4 jours, je crois que le bien-être au travail fait partie des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous allez me dire pourquoi, vous allez me dire que c'est normal, mais d'où ça vient et j'imagine que vous n'avez pas commencé par ça, peut-être. Alors, en fait, ça me vient. Il y a eu 3 passages dans l'histoire du groupe. Je dirais les années start-up, pendant 10 ans, où en fait, j'ai fait grandir la boîte comme elle était, c'est-à-dire en mode start-up, sans se poser de questions. On n'avait pas de comité de direction. On avait un organigramme relativement plat et beaucoup de monde, à peu près 80% de la boîte, c'était leur premier job. Et on a grandi pendant 10 ans comme ça. Ça allait très bien. On est monté jusqu'à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, 300 personnes et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, ce qui a fait tout basculer dans une deuxième étape, c'est qu'à ce moment-là, on a déménagé notre entrepôt logistique. Et ça, on a failli couler la boîte. On s'est planté dans la gestion du projet. Et on s'est dit que peut-être on avait été un peu inconscient et qu'il était temps de structurer la boîte. Donc là, pour la première fois, en fait, on a capé un petit peu dans les embauches. On a recruté à l'extérieur pour structurer une boîte qui commençait à grandir et dont on pensait qu'elle avait besoin de se structurer. Et ça a duré 10 ans de plus. Alors ça s'est bien passé, je ne dis pas que ça s'est mal passé spécialement. La boîte est passée, alors avec des rachats en cours, mais est passée d'un chiffre d'affaires de 150 millions à près de 500 millions. Et a connu une croissance saine pendant toute cette période. Ce qui fait qu'on va repasser depuis 5 ans dans une troisième étape
c'est qu'en fait, un jour, j'ai lu un livre, le livre d'Alexandre Gérard, qui était Le patron qui ne veut plus être chef, qui parlait d'entreprises libérées et qui surtout, quand j'ai fermé ce livre, m'a rappelé la boîte que j'avais abandonnée 10 ans plus tôt, qui correspondait à celui que j'étais, c'est-à-dire pas un patron contrôlant, pas un patron ni autoritaire, mais je ne dis pas que les patrons sont autoritaires, c'est pas vrai, mais une boîte où les gens se sentaient bien et où on leur fait confiance. Et à partir de là, il y a beaucoup d'autonomie, de responsabilité au niveau des équipes. Et ça, quand on a cette notion on a confiance aux gens, je me suis dit, cette boîte, je veux la retrouver. Et donc, depuis 5 ans, j'ai décidé de travailler sur le bien-être en entreprise. Et j'avais marqué la chose dans la boîte en organisant des réunions que j'organise tous les ans maintenant avec l'ensemble des équipes, où j'ai vu l'intégralité des salariés par groupe de 20 personnes à peu près. Et je leur ai dit, écoutez, on vient d'annoncer il n'y a pas longtemps qu'on ferait 1 milliard d'euros dans 5 ans en bourse. Et tout ça, on va l'oublier. Et la priorité va devenir notre bien-être. Et c'est parce que vous vous sentirez bien qu'on continuera à se développer, à grandir et à croître. Et à compter de ce jour-là, j'ai cherché tout ce que je pouvais faire pour améliorer les conditions de vie des équipes. Et voilà, ça, c'est les 3 grandes étapes qui nous amènent à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, maintenant, si j'ai fait d'autres choses avant les 4 jours, oui, bien sûr, parce que il s'est passé 4 ans avant que je mette ça en place. Pas parce que j'ai voulu attendre, mais parce qu'en fait, je n'avais pas pensé aux 4 jours avant. Mais dans les choses que j'ai mis en place, il y a eu la suppression des primes, prendre du temps à gérer tous les petits soucis quotidiens des équipes, c'est-à-dire l'écran qu'on ne change jamais et qui est tout le temps en panne, ou l'imprimante qui marche mal et on se dit on le fera dans 1 mois, dans 2 mois, et puis ça dure 1 an. Tout ça, on s'en est occupé. Mettre plus de responsabilité du côté des équipes, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous prendre un exemple concret, les équipes de notre entrepôt logistique voulaient un local fumeur. Ils nous demandaient un truc qui valait des milliers. On a fini par leur dire, écoutez, on va faire simple, vous allez gérer ce que vous voulez. On a divisé le budget par 2 parce qu'ils ont été beaucoup plus économes une fois qu'ils ont vu les devis et que c'est eux qui ont dû le gérer. Donc, ils se sont fait ce qu'ils voulaient, mais moins cher que ce qu'ils demandaient. Et on a travaillé sur de plus en plus mettre la confiance du côté des équipes. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, on va dire que j'ai monté des jalons de plus en plus difficiles. Un des jalons importants a été la suppression d'abord de toutes les primes de fin d'année, d'absentéisme et toutes petites primes qui pouvaient exister à droite à gauche dans la boîte. Ça, c'était il y a 4 ans. Et il y a 3 ans, on a supprimé l'intégralité des primes des commerciaux. Alors, quand je dis qu'on a supprimé, bien sûr, toutes ces primes ont été intégrées dans les salaires. Les masses salariales globales n'ont pas changé. Le but n'était pas de payer moins cher, mais simplement de rendre fixe tout ce qui était notion de prime et de dire maintenant, on va tous travailler ensemble. Et quelque part, il reste aujourd'hui une prime qui s'appelle la participation, mais qui implique tout le monde de façon égale. D'accord. Et les commerciaux auraient pu dire que c'était du mal-être de leur enlever leur prime, non? Alors, je vais être transparent, les commerciaux l'ont mal vécu sur la mise en place. Alors, ça a été mis en accord avec les managers, c'est-à-dire que je m'étais mis d'accord avec les managers sur le fait de l'enlever, mais les équipes commerciales l'ont mal vécu sur le coup. Beaucoup ont dit qu'ils allaient partir. Et finalement, ils sont tous restés. Mais il leur a fallu 1 an avant de digérer le fait que j'avais supprimé les primes. 1 an où certains sont allés voir ailleurs et puis quand ils se sont retrouvés à repartir sur un fixe plus prime contre un fixe meilleur, bien sûr, déjà acquis, ils se sont dit finalement, je suis peut-être pas si mal. Et au final, il n'y en a pas qui sont partis. Ils n'ont pas été moins performants parce que c'est une question qu'on pourrait se poser. Puisqu'une des questions que eux m'avaient posées à partir du jour où j'ai éliminé les primes, c'est mais du coup, quels sont nos objectifs? Et je leur avais répondu, il n'y en a plus, puisque évidemment, il n'y a plus de primes. Alors, il n'y en a plus, comme je leur avais dit, aujourd'hui, dans la boîte, tout le monde se bat pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. Donc, ça reste l'objectif global, mais on ne va pas le chiffrer, on ne va pas poser un chiffre dessus. L'objectif, c'est de faire de la croissance. Après, on ne va pas chiffrer chaque mois ou chaque trimestre ce qu'on doit atteindre. Mais oui, ça a été le changement le plus mal vécu dans la boîte, sur l'instantané.
Très bien. Alors, on va vite rentrer dans le sujet qui est lié. Vous avez mis en place la semaine des 4 jours en 2 phases. Donc, il y a Nathalie qui nous demande pourquoi en 2 phases. On viendra dessus tout à l'heure. Mais c'est comment l'idée de la semaine de 4 jours est venue. Parce que en fait, on est en pleine élection présidentielle. On parle plus de la suppression des 35 heures et de travailler plus que de travailler moins. D'autres pays, j'ai eu le dernier candidat qui vient d'être élu en tant que Premier ministre en Corée du Sud qui parlait de la semaine de 125 heures. On est un petit peu quand même un peu à l'opposé là. D'où ça sort, ça vient. Grosso modo, il y a quand même le temps de travail est un débat, on va dire, qui revient tout le temps en France et à laquelle on n'arrive pas à se dire si c'est l'un est mieux ou pas. C'est quoi la solution? Alors, est-ce que j'ai la solution? J'en sais rien. En tout cas, ça se passe bien. Mais globalement, pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, j'ai lu un article qui parlait de Microsoft qui, au Japon, avait testé au mois d'août 2019 d'offrir le vendredi à ses équipes et de voir ce que ça allait donner en termes de performance. Et ils s'étaient rendu compte que comparé à l'année d'avant, ils avaient eu 40% de performance en plus. Cela dit, ils n'ont pas continué. Mais en fait, moi, j'avais absolument jamais pensé à la semaine de 4 jours. Et quand j'ai fini de lire cet article, la deuxième chose que j'ai fait, c'est taper sur Internet semaine de 4 jours. Et j'ai vu que c'était appliqué, que dans d'autres pays, il y avait des tentatives comme l'Islande, la Nouvelle-Zélande et autres. Et des résultats, en tout cas, ils essayaient d'avancer dessus. Du coup, je me suis dit, mais et si on travaillait 4 jours, quelles seraient les conséquences? Alors, la première conséquence que j'ai vue tout de suite, c'est de me dire 4 jours, ça implique 8h45 par jour au lieu de 7. Ça va faire trop à mon sens, surtout qu'on a une population dans la société qui est âgée de 33 ans en moyenne, donc beaucoup d'enfants en bas âge, donc il faut gérer. Et du coup, sur des journées de 8h45, je me suis dit ça va être compliqué et ça risque d'être un frein à la mise en place si je veux le mettre en place, donc il faudra que je passe aux 8 heures. Du coup, en passant à 8 heures, je perdais aussi 9% de temps de travail, donc je générais un coût au-delà des plannings, parce qu'on peut se dire tant qu'il n'y a pas d'heures perdues, ce n'est pas un souci. Et du coup, je m'étais dit combien ça va me coûter. Et autant j'ai imaginé que dans les bureaux, il y aurait entre le vendredi où on est un petit peu plus relax, le vendredi après-midi en particulier, entre les jours où on prépare ses vacances, on cherche un truc qu'on n'a pas eu le temps de chercher, enfin tout ce temps de surf qu'on peut avoir, tous, moi compris, qui n'est pas 100% consacré au travail. Je me disais, dans les bureaux, on ne devrait pas trop perdre. Par contre, il va y avoir des postes comme la logistique, la relation client qui est sur des temps d'ouverture, les boutiques qui sont ouvertes 6 jours sur 7, qui, elles, forcément, je serai obligé d'embaucher pour compenser les heures qui manquent. Et j'avais chiffré à peu près entre 4 et 5% de la masse salariale, le coût, soit pour le groupe à peu près 1 million, 1,5 million d'euros, qui revenait, on venait de faire une année à 10 millions d'EBITDA, donc ce qui revenait entre 10 et 15% de l'EBITDA. Et donc, à partir de là, la seule chose qui me restait à faire, c'était de dire j'y vais pas. Et je me suis dit, j'y vais. Et j'y vais parce que je pense qu'au-delà de ça, le bien-être que ça apportera, et ça, j'avais aucun doute dessus, de travailler un jour de moins par semaine, quelque part, ça se retrouvera et que mon calcul à 1 million, 1,5 million ne sera pas bon parce qu'un commercial qui répond avec le sourire au téléphone doit certainement faire un peu plus de chiffre d'affaires. Un personnel de la relation client qui est plus détendu, qui va moins s'agacer face à un client qui est en train de dire il y a ça qui n'a pas marché. Pareil, sera sans doute à même de mieux gérer son poste. Et quelque part, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je devrais quand même retrouver une partie de ce que je donne. Alors, j'ai juste une question. Avant de dire go, j'y vais, est-ce que on en parle à des potentiels, à ses actionnaires, à sa femme, aux représentants du personnel peut-être avant, ou je prends la décision en solo? J'en ai parlé qu'à une seule personne, mon frère, avec qui je gère la boîte, que j'ai consulté avant. Mais en fait, je suis parti ensuite aux négociations annuelles obligatoires qui étaient en juin 2020 pour le coup, puisqu'on avait dû les décaler de mars à juin à cause du Covid. Sans que personne soit au courant. C'est-à-dire que quand on a fait des négociations habituelles, on a clôturé les négociations et quand à la fin de la réunion, j'ai annoncé est-ce que vous seriez d'accord pour signer un accord 4 jours, 32 heures, personne n'était au courant dans la salle à ce moment-là. Et ça a été plutôt une surprise.
Alors, plutôt agréable pour les personnes qui étaient là, c'est les personnes qui ensuite ont eu plus de difficultés avec, c'est des personnes, ça a été plus des cas des gens au forfait jour, des managers qui se sont demandé comment ils allaient subir ce passage aux 4 jours, 32 heures. Ça a créé quelques inquiétudes. Je dirais qu'il y a 10% du personnel qui en a eu peur de la mesure quand elle est ressortie. Essentiellement pour diverses raisons qui sont, en ce qui concerne les managers, il y avait une notion de le jour où je ne serai pas là, ils ne vont pas travailler. Dans toutes les personnes au forfait jour, il y a eu beaucoup de remarques du type j'ai déjà du mal à faire mon travail en 5 jours, ce sera impossible que je le fasse en 4. Et puis la dernière remarque que j'ai eue, c'était les plannings. Laurent, ce sera impossible d'appliquer nos plannings 5 ou 6 jours sur 4 jours. Sachant que je leur avais bien dit, bien sûr, qu'il y avait des embauches de prévues. Donc, il ne fallait pas s'inquiéter sur le fait que s'il y avait besoin d'embaucher, bien sûr, c'était prévu de devoir le faire. Et donc, on est parti sur le projet. Alors, il faut savoir qu'entre le moment donc on l'a décidé au NAO et le moment où on l'a mis en place, c'est passé 6 mois, donc 2 mois de vacances et 4 mois de travail, parce que autant j'avais prévu la partie, anticipé la partie coût, qu'est-ce qu'il y aurait comme conséquence pour l'entreprise, autant je ne m'étais pas penché sur le côté purement social dans le sens droit à la retraite, mise en place, etc. J'avais quelques idées en tête, mais pas sur tout. Et donc, ils ont travaillé, les organismes syndicaux et les RH, pendant 4 mois pour définir cet accord qui a été mis en place le 25 janvier 2021, de façon mise en place du jour au lendemain pour les 700 premières personnes. D'accord. Et il y a eu un accompagnement d'une structure extérieure sur la partie légale, droit du travail, ce genre de choses? Alors, il y a des avocats qui ont travaillé derrière pour vérifier que dans le droit du travail, ce qu'on faisait était autorisé. Alors après, on n'a pas réinventé le droit du travail. Globalement, ça se résume quasiment en 3 points. C'est aujourd'hui, le temps plein chez nous correspond à 32 heures. Les RTT de tous ceux qui avaient droit des RTT en forfait jour sont devenus fixes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus les choisir eux-mêmes. Ils sont fixés sur le jour off qu'ils ont défini. Donc, ils n'ont pas la possibilité de choisir quel jour ils le mettraient. Mais ils n'ont pas disparu, ils font partie du lot de jours qu'ils ont en plus, parce qu'ils ont du coup beaucoup plus de jours. Et puis, dans le fonctionnement de ce jour off, en fait, il est fixé par personne. Et comme la majorité des personnes voulaient soit le vendredi, soit le mercredi, soit en dernier recours le lundi, et que nous, on doit travailler 6 jours sur 7 dans certains cas, voire 5 jours sur 5, en tout cas 5 jours sur 7 pour les métiers de bureau. Et donc, ce jour doit tourner pour que ça fonctionne. On a créé ce qu'on appelle des binômes qui sont dans la même équipe et qui vont travailler en semaine paire, semaine impaire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une semaine sur 2 le vendredi qu'ils souhaitaient. Et puis, pour pouvoir combler les autres jours de la semaine, ils auront un mardi, un jeudi, suivant les binômes. Enfin, ils auront d'autres jours pour rééquilibrer les jours de la semaine en charge de travail et permettre à l'entreprise que de l'extérieur, en fait, on ne se rende pas compte que les gens ne travaillent que 4 jours. Je vais répondre à la question sur pourquoi en 2 fois. Parce qu'en fait, on a d'abord passé toutes les personnes du groupe de la maison mère, qui correspondaient à 700 salariés. Et en fait, on a appliqué ensuite, alors quand je vous dis que les autres sont tous passés il y a 3 jours, c'est pas vrai. En fait, ça s'est fait par étapes. En réalité, certains sont passés en juillet, d'autres en décembre, en fonction des différents plannings de chaque filiale. Mais pourquoi il y a 3 jours? Parce que depuis le 1er avril, l'intégralité sont passés aux 4 jours. Et donc, les 4 jours, ça concerne tout type d'activité pour tous les métiers de l'entreprise, même pour le PDG? Tout à fait. Donc, ça concerne les types de métiers de l'entreprise. C'est tous les métiers de bureau. On a de la relation client, on a des RH, on a de la compta, on a de la DSI, toute une équipe informatique. On a des services généraux, et j'en oublie certainement. Mais en tout cas, tout ce qui est dans les bureaux, ça, c'est presque le plus facile. On a toute la logistique qui est passée aux 4 jours. Où là aussi, finalement, ça n'a pas été si compliqué, même dans les plannings, puisqu'en fait, on n'envoie pas autant de colis tous les jours, donc on a pu lisser aussi les 4 jours par rapport à ça. Et puis, on a la relation client et les boutiques qui sont passées. Alors, pour les boutiques, on a dû recruter un petit peu. Dans les boutiques, on avait moins de 4 personnes. Sur les autres, on a travaillé sur la polyvalence et au final,
On n'a pas eu besoin de recruter, même dans les boutiques, à partir du moment où il y avait 4 personnes. Et le bilan, et oui, le PDG, j'ai oublié. Et le PDG, en fait, c'est parce que maintenant il est au 4 jours qu'il a très très largement le temps de prendre le temps de vous répondre. Parce qu'on va considérer que cette partie ne fait pas partie du travail. Sinon, il est toujours à plus de 5 jours, mais parce qu'il il passe 1 à 2 jours par semaine à répondre sur le sujet des 4 jours. Donc oui, en fait, même moi, ça m'a libéré du temps, et je dirais même à l'intégralité des collaborateurs qui avaient peur de récupérer du temps en plus, parce qu'il n'y a pas que le PDG qui travaillait plus de 5 jours par semaine ou de 32 heures, ou 35 même. Mais en réalité, ce qui s'est produit, c'est que contrairement à ce qu'ont pu ressentir les gens quand on est passé de 39 à 35, c'est le sentiment que le travail était remonté vers le haut et qu'on s'était retrouvé avec plus de charges à faire. Là, pas du tout. En réalité, la personne qui roule à 180 sur une autoroute à 130, donc qui travaillait déjà plus que les autres, aujourd'hui, elle travaille toujours plus que les autres, mais elle est à 150 sur une autoroute à 110. C'est-à-dire que même elle, sa pression est descendue au final. Et du coup, ça a vraiment baissé la charge de travail de tout le monde. Alors, on va se demander comment. Alors, 1 an plus tard, un truc important, c'est que je n'ai pas recruté en bilan au total dans l'entreprise. Je n'ai pas eu besoin. Il y a eu quelques postes à des endroits où j'ai besoin de recruter, mais d'autres endroits où on a optimisé et finalement, avec le turnover, on n'a pas re-recruté autant qu'il n'y a eu de recrutement de l'autre côté. Pourtant, dans une entreprise qui se porte bien. Et globalement, ce qu'on a découvert, c'est que les gens n'avaient aucun problème à faire en 4 jours et 32 heures le travail qu'ils faisaient avant en 5 jours et 35 heures. Alors forcément, ça peut vous interroger, et ça m'a interrogé aussi. Et en essayant de comprendre ce qui se passe, en réalité, c'est assez simple, c'est pas forcément intuitif, mais en tout cas, quand on le vit, on le comprend mieux. Cette journée off dans la semaine, elle change réellement la vie des gens. C'est-à-dire qu'en fait, ce jour, c'est le jour où vous allez pouvoir faire tout ce que vous n'avez jamais le temps de faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle de temps de travail, mais si on prend une journée qu'on vit tous, globalement, du moment où on se lève le matin, suivi des trajets, suivi éventuellement de la gestion des enfants, suivi du travail, suivi du retour avec peut-être 1 ou 2 courses à faire pour pouvoir manger le soir, ou alors on prend du congelé parce que ça va plus vite, suivi du repas, enfin, à ce moment-là, on va être libre. Et ce n'est pas forcément le fait qu'on ait eu 7, 8 ou 9 heures de travail qui a changé cette journée, c'est que cette journée s'est déroulée de toute façon non-stop, sans qu'on ait vraiment eu le temps de faire quoi que ce soit. Et on n'a plus que la soirée, quand on ne se laisse pas déborder par le travail encore, pour en profiter. Et on va faire ça 5 jours de suite. Donc pendant 5 jours dans la semaine, c'est une semaine normale, vous n'allez pas vraiment profiter de la semaine. Et arrive le samedi, pendant le samedi, vous allez faire tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, le coiffeur, les courses globales de la semaine, éventuellement le ménage, enfin toutes les tâches que vous n'aurez pas eu le temps de caser. Et vous arrivez au dimanche, jour de repos, si c'est le cas. Et dans ce cas-là, vous avez en tête que demain, vous travaillez, ce qui gâche un peu le dimanche. Le dimanche soir est toujours déprimant, oui. Si vous prenez la même semaine pour quelqu'un qui a 4 jours, en fait, dans ce jour dans la semaine qu'il a de off, il va pouvoir caser tout ce qu'il n'a pas le temps de faire. Et en plus, il va le caser en ayant l'esprit serein. C'est-à-dire que ce fameux rendez-vous chez le médecin que vous ne savez jamais caser, vous savez que la semaine prochaine, vous avez votre mardi, votre vendredi, n'importe quand, un jour pour le caser. Donc, il n'y a plus de stress. C'est facile. Les courses, quand vous allez dans le supermarché en semaine, c'est pas un samedi. C'est pas du tout la même chose. Donc, pareil, il y aura moins de monde sur la route. Donc, la journée va se passer de façon beaucoup plus calme, tout en libérant de toutes ces tâches qu'il y a. Les 4 autres jours, ils n'ont pas fondamentalement changé, mais il y a quand même moins de pression globale par rapport au fait que vous pouvez tout décharger dans ce jour-là. Et quand arrive le week-end, vous avez un vrai week-end. C'est-à-dire que les 2 jours, c'est 2 jours de pause et vous vous reposez vraiment. Et quand finit le week-end, ok, c'est le lundi, le lendemain, et on recommence une semaine, mais vous recommencez une semaine de 4 jours et pas une semaine de 5 jours. Donc, une semaine qui va être beaucoup plus cool, déjà dans votre esprit. Et ça fait que finalement, vous partez au travail sans vos soucis de la maison. Parce que cette semaine que vous avez vécue de façon plus cool, elle vous stresse moins à la maison. Vous êtes plus débordé par le travail qui prend du temps. Comme vous êtes plus stressé, vous arrivez au travail déstressé, vous avez moins de stress au travail. Du coup, vous ne ramenez pas le stress du travail à la maison.
Et ça fait un véritable cercle vertueux qui fait que vous êtes plus efficace au travail et mieux à la maison. Et vous vous reposez même mieux quand vous rentrez à la maison puisque vous n'avez plus ce stress du travail. Un dernier point que ça change, c'est qu'en fait, cette notion d'avoir un jour off dans la semaine, donc qui varie, qui est variable, ça fait que globalement, vous habituez à ce que tout n'est pas urgent. Parce que quand quelqu'un vous répond qu'il est off, eh ben, vous ne pouvez pas avancer. Avant, c'était le week-end, c'était tout le monde, c'était normal. Mais là, il faut attendre. Il faut attendre un jour de plus. Et ça relativise la notion d'urgence qu'on a tous, parce qu'on se rend compte que 99% de ce qu'on fait finalement n'est pas aussi urgent que ça. Enfin, vous avez une vie au travail où vous réapprenez à apprendre que tout n'est pas urgent. Et ça se propage dans la société. Et ça ne rend pas la société moins efficace, au contraire, ça la rend plus efficace parce que ça crée moins de stress. Et à la fin, il y a beaucoup, beaucoup moins de stress dans la société et du coup, beaucoup, beaucoup plus d'efficacité. Et quand je dis beaucoup, beaucoup plus, un des problèmes qu'on a avec, enfin un problème, c'en est pas un, c'est qu'on reçoit énormément de CV, vu la médiatisation du truc, et qu'on n'a pas besoin d'embaucher. Parce que non seulement, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens sont capables de faire en 4 jours et 32 heures le travail qu'ils faisaient avant en 5 et 35, mais en plus, ils sont plus efficaces qu'avant. En réalité, ils sont capables d'en faire encore plus. Et tout ça, sans stress, en ayant, j'allais dire, la banane en fin de semaine, prêt à partir en week-end, sans être déprimé de la semaine qu'ils ont vécue, et sans tous les soucis qu'on peut entendre. Il me semble avoir vu une question. Oui, bien sûr, on n'a pas baissé les salaires. C'était un des sujets. Donc, on peut gagner, on peut travailler moins et gagner autant, voire plus. C'est ça. On gagne même plus à la fin parce que le bilan de tout ça aussi, c'est que alors, il y a d'autres choses qu'on a fait dans la mise en place des différentes choses. Il faut savoir que l'année d'après, en fait, la mise en place pour les NAO de l'année suivante, on a même augmenté les bas salaires de 10%. Pour vous dire, pourtant, ils sont restés aux 32 heures. Parce qu'en fait, ça avait été tellement efficient et comme j'avais prévu de recruter, on a préféré même monter. Donc aujourd'hui, le salaire minimum chez nous, il est à 2 000 euros brut. Et malgré toutes ces conditions dans la société, on est aujourd'hui la boîte la plus rentable de notre secteur. Ce qui montre quelque part qu'il y a de l'efficience, qu'il n'y a pas moins de travail, qu'il y a des gens qui sont heureux et qui en plus sont plus productifs finalement que tous nos concurrents. Donc ça, c'est sur les premiers résultats et on va en revenir. Moi, ce que je voudrais, entre guillemets, un peu creuser, c'est la mise en place de la démarche. Il y a des questions qui ont été posées sur comment fonctionne le binôme, parce qu'on parlait de binôme aujourd'hui, de la mise en place des fameux 4 jours. Est-ce que vous avez formé les gens? Est-ce que vous avez mis en place des process en interne? Est-ce que vous avez mis en place des nouveaux outils, des choses qui permettent d'améliorer la performance? Rien de tout ça. Alors, pour la mise en place des 4 jours, en fait, je pense que ça a été important pour impliquer les équipes. La seule chose qui a été faite, c'est de dire aux équipes, vous devez fonctionner normalement. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez défini le planning de l'équipe, que ce soit une équipe de 18, de 15, de 25 personnes, la seule chose que je vous demande, c'est que ça fonctionne de l'extérieur comme avant. Quand je parle de l'extérieur, ça peut être l'extérieur, les clients extérieurs à l'entreprise, mais on a des clients internes. Il faut même que les clients internes, on va prendre la DSI par exemple, qui est responsable de on développe en interne tous nos programmes. Vos clients internes ne doivent pas se rendre compte que vous fonctionnez un jour de moins. Un jour de moins. Il y a cette notion de binôme dont on parlait, comment ça fonctionne. Quand je dis un jour de moins, on n'est pas fermé tous le même jour. La boîte ne s'arrête pas le vendredi, ne s'arrête pas le mercredi. Ça tourne. C'est-à-dire qu'on utilise les 5 jours de la semaine, voire les 6, quand on est sur des semaines de 6 jours, pour alterner les jours entre les personnes. C'est pour ça qu'on avait besoin de binôme. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont avoir un vendredi sur 2, toutes les semaines paires, qui sont avec une autre personne de leur service avec qui ils alternent sur le même travail, qui aura l'autre vendredi, la semaine impaire, et puis qui vont par exemple avoir en commun le mardi et vont alterner mardi, vendredi entre toutes les semaines. Et ça, on a plein de binômes comme ça dans la boîte qui fonctionnent comme ça. L'idée étant au départ d'avoir un maximum de gens qui aient accès au vendredi, puisqu'il voulait y avoir accès. Si on prend un cas particulier, il y avait le mercredi pour les femmes qui voulaient garder les enfants. Elles ne sont pas en binôme, elles ont eu le droit à avoir le mercredi tous les mercredis pour les avantager dessus. Et de fait, si on prend la notion d'égalité homme-femme, elles se sont retrouvées à nouveau avec un temps plein
Et elles, pour le coup, n'ont pas eu un maintien de salaire, mais une augmentation de salaire, puisque forcément, on les a payés sur la base d'un temps plein, au lieu de les payer sur un 80%. Donc ça a été un petit coup pour l'entreprise, puisque toutes les personnes à 80% sont repassées à 100%. Je ne sais plus ce qu'il y avait dans les questions. Là, j'ai essayé de... C'est savoir si vous aviez des process, des nouveaux outils. Enfin, donc, grosso modo, les équipes Alors, ont été autonomes sur la gestion de l'emploi du temps. exactement. Après, au niveau de ce qu'on s'est retrouvé, alors quand on l'a mis en place, on s'était dit 3 mois plus tard, on verra ce qu'on doit changer, mais on n'a pas travaillé spécialement sur des outils ou quoi que ce soit. Effectivement, la première chose qu'on a vécue tout de suite, le 26 janvier, c'est les premières réponses aux mails qu'on envoyait avec « je suis off aujourd'hui ». Parce qu'effectivement, il y avait cette notion de il y a plein de personnes, il y a 20% quasiment tous les jours qui sont pas là. Donc forcément, quand on envoie un mail, il y a une chance sur 5 de recevoir un mail « je ne suis pas là ». Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que sur les Teams, les Messenger ou autres, on s'est mis le jour off de chacun pour être capable de savoir, pour les personnes avec lesquelles on n'est pas souvent en contact, quel jour c'est. Et puis, avec le temps, on a appris quels étaient les jours de chacun. Donc ça, on a réussi à le... Aujourd'hui, ça fonctionne, c'est plus une question. Mais au début, il y avait effectivement un peu de ça. Il y a des questions qui sont posées. Le quid en fait des personnes qui tombent malades ou qui ont des absences imprévues, ça doit changer les journées off, non? Automatiquement. Alors, le jour off, il est fixe. Et de base, il ne change pas. Après, il y a de la souplesse. C'est-à-dire que s'il y a une urgence, des gens absents, ça arrive dans toutes les boîtes et souvent, on peut s'en passer. Après, des fois, on ne peut pas. Et quand on ne peut pas, effectivement, on est susceptible de faire revenir la personne qui a un jour off, qui changera le jour ou qui l'aura la semaine d'après. Mais oui, bien sûr qu'il y a cette souplesse. Je vais prendre des cas, par exemple. Si j'ai fait il y a 4 mois un séminaire avec les équipes pro, un vendredi, ils auraient dû être à 30% absents le vendredi. Ils étaient tous là au séminaire. Et bien sûr, ils ont rattrapé ce vendredi, soit les jours avant, soit les semaines après. Donc, on a quand même une souplesse. On ne va pas en abuser, c'est-à-dire que de base, on ne va pas le faire, mais ça arrive. La compta, par exemple, qui a énormément de travail sur un bilan annuel, les 3 semaines où ils sont à fond, ils n'ont pas le jour off. Mais les 3 jours en question, ils vont les rattraper dès les semaines qui suivent. Donc oui, on a une certaine souplesse sur cette notion-là quand il y a besoin à un moment de s'adapter au fait que la personne n'est pas là le jour off. J'ai vu des questions par rapport à la cotisation en retraite. C'est quelque chose que vous avez, je sais, travaillé. Parce qu'on pourrait se dire, bon, mais voilà, on cotise en fonction du nombre d'heures qu'on réalise. Oui, Est-ce sur que la ça va base pas d'un faire temps baisser les retraites? Non, parce c'est pour ça qu'on est passé sur un temps plein en 32 heures. Et en augmentant le taux horaire, puisqu'on a de meilleurs taux horaires, vu qu'on est sur 32 heures, en fait, ça a permis de ne pas toucher aux retraites. Les gens ne sont pas du tout affectés sur la retraite. On aurait été gêné dans le modèle tel qu'il est arrivé, mais visiblement, ce ne sera plus ça, sur une retraite à points. D'accord. Ok. Question, est-ce que d'autres PDG, entrepreneurs, même des élus, des gens du gouvernement sont venus toquer à votre porte en disant mais c'est quoi cette bizarrerie que vous nous avez sortie? Voilà, est-ce qu'on est venu un peu vous regarder, vous demander des conseils? Alors des entrepreneurs, il y en a pas mal, mais plus en mode explique-moi parce que peut-être que ça pourrait m'intéresser. C'est plus dans ce sens-là, plus dans le sens contraire. Des gens du gouvernement, oui, il y a un député qui est venu m'en parler. Alors, ça m'avait amusé parce que la première question qu'il m'a posée, c'est est-ce que vous avez besoin d'argent? Non. ça tourne, finalement, ça tourne et ça ne me coûte rien, donc non, j'en ai pas besoin. Bon, après, c'était effectivement un député du gouvernement, il m'a dit clairement que c'était un non-sujet chez eux, mais qui venait pour se renseigner sur le sujet. Parce que, en fait, c'est un débat du moment. En fait, vous disiez lors de notre call de préparation de cette conférence que le plus important, ce n'était pas le nombre d'heures, mais plutôt le nombre de jours travaillés par rapport à toute l'explication que vous avez faite du fait de dire voilà, 4 jours, c'est bien parce qu'on a une journée de off où on peut faire tout ce qu'on fait d'habitude le week-end et que ça crée une philosophie particulière. Donc, ça veut dire que pour vous, les 32 heures sur 5 jours, ça ne fonctionnerait pas. Exactement, ça c'est ce que je vous disais, c'est que, et j'en ai parlé aux équipes, c'est que le problème n'est pas une question de temps de travail. Le problème, c'est vraiment une question de vie, d'une journée qu'on vit sans avoir le temps de vivre la journée.
Et le passage à 4 jours, c'est l'ouverture d'une journée de plus de temps de repos qui ouvre une vraie journée complète de temps de repos et pas des heures disséminées à droite à gauche. Et ça change tout dans la vie. J'en ai parlé aux équipes quand je les ai vues cette année, de leur dire, et si je vous avais mis aux 5 jours 32 heures, est-ce que vous pensez que vous auriez ressenti les effets de la même façon? Et c'était clair et net. C'était hors de question d'aller en 5 jours 32 heures. C'est le fait d'avoir une journée dans la semaine qui change complètement la vie des gens. Et qui rend cette efficacité, puisque finalement, on a cassé ce rythme infernal de ces 5 jours de travail, de ce samedi où je récupère, de ce dimanche où je me dis déjà, demain, c'est lundi. Et c'est ça que ça casse. Et c'est ça qui est important et qui fait que finalement, ce qui est magique derrière, et le truc qui est contre-intuitif, mais qui est magique derrière, c'est que j'ai des personnes qui finalement, maintenant, en 4 jours et 32 heures, sont plus efficaces que ceux qui sont en 35, et j'irais même à 39, parce que dans les différentes boîtes qu'on a rachetées, il y avait des salariés à 39 heures. Il y avait 150 salariés qui étaient à 39 heures et qui avaient un contrat à 39 heures qu'on a passé en 32 heures. Alors, eux, pour le coup, ont connu une légère baisse de salaire parce qu'on ne pouvait pas, vis-à-vis de ceux qui étaient à 35 heures, les maintenir. Donc, on a proposé à ceux qui voulaient de faire 32 plus 2, mais la majorité sont venus en 32 heures. Et il faut savoir que ces 150 salariés font en 32 heures le travail qu'ils faisaient en 39. C'est-à-dire que même eux, ont réussi à faire le travail. C'est pour ça que quand je vous dis les gens sont beaucoup plus efficaces et qu'ils en ont sous la main quelque part pour ceux qui sont passés de 35 à 32, c'est le cas. Parce que vraiment, même le passage à une journée de moins complète, quelque part, a été fait sans qu'il y ait plus de pression, plus de stress, etc. Je suis sûr d'ailleurs que alors je ne sais pas s'il y a quelques femmes qui ont été au 80% parmi ceux qui nous écoutent, mais je suis sûr qu'elles seraient les premières à dire que de toute façon, à 80%, elles feront le travail qu'elles faisaient avant en 5 jours. Et donc, elles voient très bien de quoi je parle. Et on nous pose, il y a Aurélie qui nous demande comme question, c'est quoi aujourd'hui les indicateurs de performance que vous suivez qui ont vu que ça avait amélioré les performances? Alors, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir mis une étude dessus avant. Mais j'ai quand même 2 indicateurs qui parlent. Avant de mettre ça en place, on avait fait Great Place to Work. On avait élu Great Place to Work avec 82% des salariés qui recommandaient la boîte ou autre. On l'a refait là juste il y a 2 mois et on est passé à 89%, sachant que 89, c'est beaucoup plus dur à obtenir que 82. C'est pas parce qu'il n'y a que 7% d'écart que c'est si simple. Et puis, il y a un deuxième indicateur qui parle de lui-même. C'est il y a 2 ans, oui, il y a 2 ans, on avait fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et on était 1100 collaborateurs dans la société. Aujourd'hui, on est 1070 et on va faire 680 millions. Et enfin, on a fini, c'était il y a quelques jours. On a fait 680 millions, aux alentours de 680 millions d'euros de chiffre d'affaires. Globalement, on a fait 40% de chiffre d'affaires en plus avec 30 personnes de moins. Je ne parle pas de la rentabilité qui, elle aussi, a monté. Je ne vous parle pas de tout ce qui a suivi avec. Donc, si on veut démontrer qu'on est plus efficace aujourd'hui en étant entre-temps passé aux 4 jours 32 heures, je pense que c'est assez redoutable comme chiffre. Et est-ce que vous êtes persuadé que c'est un modèle qui peut être mis en place dans n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire par rapport au type d'activité? Parce que là, vous êtes sur une vente e-commerce, donc automatiquement, on est sur une vague, mais est-ce que ça fonctionnerait dans d'autres métiers et aussi en taille d'entreprise? Parce que 1072 salariés, ce n'est pas la petite boîte de 10 personnes. Alors, globalement, est-ce que ça marche partout? J'en sais rien. Je vais vous prendre un cas concret de quelqu'un avec qui je discutais, qui est une entreprise de carrébus et qui me dit, Laurent, moi, je comprends bien que finalement, tu t'es retrouvé un peu partout et que finalement, les gens que tu pensais pas qu'ils bosseraient plus en logistique, ils ont fait le travail parce qu'ils étaient moins fatigués, que ça a rattrapé les heures qui manquaient. Et l'absentéisme a compensé. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur le turnover. On a moins de turnover, donc moins de formation, etc. Et il m'a dit, moi, mes bus, ils ne rouleront pas à 100 au lieu de 90 sur la route. Donc, je ne vois pas où je vais gagner le temps que je perds en chauffeur. Alors, peut-être qu'il le gagnera en absentéisme, peut-être qu'il le gagnera en accident de travail. J'en sais rien. Je ne suis pas dans son métier, je ne peux pas en juger. Quelqu'un qui vend du conseil 5 jours par semaine à la journée, s'il doit vendre 4 jours, est-ce qu'il va pouvoir monter de 25% ses tarifs? J'en suis pas sûr.
Donc voilà, il y a peut-être des métiers où ça ne marche pas. Et donc je connais pas les métiers de chacun et j'affirmerai pas que ça peut marcher partout. Par contre, nos métiers correspondent déjà à beaucoup de monde et oui, ça pourrait marcher dans pas mal d'endroits. Par rapport à la taille de l'entreprise, on a réussi à l'appliquer dans des boutiques à partir de 4 personnes. Et quelque part, une boutique, c'est une entreprise puisqu'elle a ce côté autonome de ces 4 personnes avec des plannings à gérer. Donc oui, je pense qu'à partir de 4-5 personnes, on peut sérieusement se poser la question, à moins d'être éparpillé sur 5 points différents avec des temps pleins à 5 jours sur ces 5 points. Je pense qu'on peut vraiment se poser la question. Et d'ailleurs, la majorité aujourd'hui des entreprises qui ont fait le pari des 4 jours sont souvent des entreprises qui sont entre 5 et 20 personnes. C'est rarement, très rarement des entreprises de 50 personnes. Et alors, au-delà, ça devient proche de zéro. Donc, alors que pour moi, c'est tout le contraire, effectivement. Plus on est gros, plus c'est facile. D'accord. Ok, merci pour ce témoignage. N'hésitez pas, hein, si, pour ceux qui nous écoutent en direct, de faire ce que vous êtes en train de faire, d'intervenir, de poser vos questions. C'est toujours très, très appréciable. Très bien. Là, aujourd'hui, est-ce que il y a des salariés, ou je connais déjà la réponse, mais je le pose quand même, il y a des salariés qui sont partis parce qu'ils n'aimaient pas le nouveau modèle à 4 jours? Non, non, il n'y en a pas. Par contre, il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas. Alors, j'ai fait un sondage un an plus tard, enfin 6 mois plus tard à l'époque, parce que j'arrêtais pas de dire sur les réseaux, les gens sont heureux. Alors, je me suis dit, mais j'aimerais quand même vérifier. Et donc, j'avais fait un sondage et il y avait 1%. En fait, il y avait 3 salariés sur les 400 répondants qui avaient répondu qu'ils préféraient revenir en arrière. Et la raison principale, pour 2 d'entre eux, j'ai pas eu le troisième, c'était à cause des RTT. En fait, ils préféraient, comme ils étaient cadres avec de l'ancienneté, ils avaient 8 semaines de congés libres qui redevenaient 6 semaines, plus 2 semaines, finalement, qui étaient glissées dans les jours, et ils préféraient cette liberté aux jours en plus qu'ils avaient. Et donc, c'était ça qui les freinait. À part ça, tous les autres, finalement, préféraient la semaine de 4 jours. Il faut savoir que quand je l'ai mis en place, j'ai voulu que ce soit un accord d'entreprise parce que quelque part, je voulais forcer tout le monde à rentrer dedans. Je savais que j'aurais de la résistance. Les 10% que j'ai eu de résistance au départ, je l'ai vraiment eu. Il y a des gens qui sont venus dans mon bureau pour me dire, Laurent, moi, ça ne me concerne pas, je n'en veux pas. Et je leur ai dit, tu iras et on verra plus tard, dans notre révision, dans 3 mois, dans 6 mois, si quelque part, je dois faire quelque chose pour changer ça. 6 mois plus tard, plus personne ne voulait, à part les 3 où c'était lié au RTT, les autres avaient pris le rythme, étaient rentrés dedans, et aujourd'hui, on ne leur changerait pas ça. Ils le vivent, ils sont heureux de le vivre, et on leur enlèverait plus le jour. Ce serait un manque maintenant, alors qu'ils en avaient peur au départ. Donc, on est d'accord que le CSE vous a facilement suivi sur ce projet. Alors là, c'était... Oui, il y a eu zéro résistance au CSE. Parce que justement, j'avais en fait quelque part, finalement, j'avais enlevé les 2 résistances principales qu'il aurait pu avoir. Si j'étais allé à 8h45 au lieu de 8h, c'est-à-dire que si j'avais maintenu la semaine à 35 heures, je pense que j'aurais eu une résistance, en tout cas un morceau de résistance, parce qu'il m'aurait dit, mais Laurent, nos rythmes de travail, la gestion familiale, ça va pas être possible, il faut trouver quelque chose. Donc ça, c'était une des résistances que j'avais justement tout de suite squeezé en passant aux 32 heures. Et la deuxième résistance, forcément, que j'aurais pu avoir, c'est si j'avais baissé les salaires en faisant ça. Mais comme je ne l'ai pas fait, forcément, j'avais éliminé les 2 sources de résistance qu'il y aurait pu avoir. Est-ce que c'est envisageable de repasser, on va dire, au modèle ancien, c'est-à-dire 5 jours travaillés, 35 heures, en cas de demain problème financier? Alors ça, c'est une question que je m'étais posée. Pour être honnête, quand je l'ai mis en place, je me suis dit, et si demain tu as une crise? Parce que j'ai pas eu 27 ans sans aucune crise, donc je m'étais dit, et si demain tu as une nouvelle crise, comment tu fais si tu as besoin que les gens travaillent 5 jours pour passer à travers? Et, et je m'étais dit, bon, vu la mesure mise en place, je pense que si je reviens vers eux avec la promesse que dès que la crise est passée et qu'on reviendra aux 4 jours, finalement, ça devrait passer. Il n'y a pas de raison que ça bloque. En tout cas, c'est le pari que je m'étais dit dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai plus du tout la même interprétation de la chose. On est tellement plus efficace en 4 jours qu'en 5 que je sais que je ferais une erreur si je revenais aux 5 jours. Mais ça, je ne le savais pas avant. Donc aujourd'hui, s'il y avait une crise, je resterais aux 4 jours.
D'accord, intéressant. Alors, il y a une réflexion de Laurent, alors pas vous Laurent, mais une personne qui nous écoute, qui dit qu'on est tellement sur une expérience, on va dire, un peu exceptionnelle, que si la situation était généralisée, c'est-à-dire que toutes les entreprises se mettaient à 4 jours, est-ce que, entre guillemets, on ne perdrait pas les performances qu'on gagne aujourd'hui? Alors, effectivement, c'est sûr des effets bonus du fait d'être le premier, etc. Après, je pense pas qu'on verra un jour toutes les entreprises aux 4 jours. Euh, il y aura certainement d'autres modes hybrides qui existeront si on devait avancer vers un principe comme ça. Et après, oui, on perdrait sans doute, par exemple, j'ai pas de turnover, ou très peu, presque trop peu même. Si toutes les entreprises sont en 4 jours, ça n'est plus un argument. Pareil pour le recrutement. Euh, on créera de l'emploi si toutes les entreprises sont en 4 jours, parce que quelque part, il y a quand même quelque chose, c'est que comparé à certains politiques qui vous disent je vais créer de l'emploi grâce aux 4 jours, finalement, j'en ai détruit de l'emploi si on regarde. Donc, ça n'a pas été aussi efficace que ce qu'ils vendent. Par contre, on créera certainement de l'emploi si on multiplie le nombre d'entreprises aux 4 jours, parce que les gens vont, avec cette journée de liberté, vont faire sans doute plus de sport, plus d'activités à l'extérieur, voire plus de week-ends de 3 jours et donc plus de tourisme. Donc, il y aura certainement l'occasion de créer d'autres emplois pour occuper les personnes qui sont aux 4 jours. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un avantage à basculer maintenant plutôt que plus tard. On m'a aussi posé la question de est-ce que tu penses que ça s'applique dans toute entreprise? Parce que la tienne se portait déjà bien avant. Je pense que c'est deux choses qu'il faut dissocier. Ce qu'on avait déjà mis en place, c'est les 4 jours. Et en essayant de réfléchir à l'entreprise où ça marcherait, l'entreprise où ça marcherait pas, je me suis dit, bah, c'est assez simple en fait. L'entreprise où ça marcherait pas, aujourd'hui, elle imagine même pas que c'est possible. Et effectivement, dans cette entreprise-là, pour qui c'est totalement inconcevable, il n'est peut-être pas le moment d'y penser de toute façon. Il y a Laetitia qui nous demande, et c'était une des questions, en fait, ça avait l'air d'être passé, d'avoir été mis en place facilement, en tout cas, ça a l'air d'être une belle histoire. Et si on pouvait retenir en fait 2, 3 points sur lesquels il faut être vigilant pour que ça se passe bien, les conseils qu'on pourrait donner, on va dire, aux personnes qui veulent le mettre en place. J'ai vu un mot qui est passé dans les questions, en tout cas j'ai retenu le mot parce que pour moi il est capital, c'est la confiance. Confiance que j'ai moi aux équipes et confiance que les équipes ont en moi. Je pense que c'est ça la clé de tout. La clé de tout le fonctionnement parfait de notre entreprise quelque part. C'est ce qui est capital. Je pense même qu'une fois que ça s'est installé dans l'entreprise, alors ça ne veut pas dire que la confiance est parfaite, hein, mais qu'elle est en tout cas très forte, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et qu'on aura le retour de tout ce qu'on met en place. Ok. Et, euh, et quelle est votre politique du télétravail en interne par rapport à... Parce que est-ce cumuler aussi la volonté d'être chez soi sur le reste de la semaine? Alors, il faut savoir qu'avant le Covid, on faisait déjà un jour de télétravail autorisé par semaine. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a passé la barrière à 2. Et contrairement aux 4 jours, contrairement au jour off qui est fixé, le télétravail est souple. C'est-à-dire que les équipes d'une semaine sur l'autre peuvent adapter leur jour de télétravail. Alors 2, c'est pas obligatoire d'ailleurs, hein, c'est jusqu'à 2 jours de télétravail. C'est-à-dire qu'il y en a des personnes qui viennent 4 jours à la boîte, d'autres 3 et d'autres 2. Et D'accord. des postes qui sont non télétravaillables, bien sûr. D'accord. Et on est un autre podcast que je vous inviterai aussi à écouter avec j'ai mangé le nom de l'entreprise, mais Payfit, pardon, voilà, qui eux ont mis en place le télétravail en fait on va dire à la demande, c'est-à-dire globalement chacun fait ce qu'il veut sur le télétravail. Alors même si c'est un peu réglementé, on peut être à 100% chez soi, on va dire en province ou à l'étranger. C'est des choses qui entre guillemets pour vous et on va dire pourraient être les futures étapes au sein de l'entreprise. Non, non, pas du tout. Alors, vous voyez, je fais plein de choses de façon ouverte. Et sur ça, je suis bloqué. Mais pour une autre raison. En fait, le 100% télétravail, ça a marché pour moi pendant le Covid parce qu'on se réunissait, on était forcé quelque part de se réunir. Aujourd'hui, si on se met à 100% télétravail, on va mettre mis un peu sur le côté. Alors, certains métiers pourraient le faire. Mais en fait, ce que j'ai expliqué, parce que je l'ai dit clairement aux équipes qu'on n'irait pas au 100% télétravail,
Parce que j'ai un souci quand même. Je vous parle de tous les avantages des 4 jours, j'ai 2 désavantages. Euh, et de tout ce qu'on a mis en place dans la boîte où on se sent bien et où les gens partent pas. J'ai un premier désavantage qui est que j'ai peu de turnover et qui crée le deuxième. Peu de turnover, le turnover dans une boîte, c'est bon. Donc, il en faut un minimum pour que la boîte ne sclérose pas sur elle-même. Et le deuxième désavantage de ce peu de turnover, c'est que j'ai peu d'évolution possible. C'est un reproche qu'on commence à nous faire. Parce qu'en fait, les gens savent qu'ils vont plus bouger. Et quand un équipier, un manager qui a 50 plus que lui, il dit, je suis foutu. Il va jamais partir. Et à part la croissance de la boîte, qu'ils ouvrent d'autres postes sur le côté, j'ai peu de probabilité d'évolution. Donc ça, c'est ce que je commence à voir comme désavantage quelque part d'avoir une boîte où le bien-être est à son summum. C'est que finalement, les gens se disent, mais finalement, elle est super la boîte, mais je ne pourrais pas évoluer pour ceux qui ont l'ambition d'avoir de l'évolution. Donc ça, c'est des choses où on va voir comment on peut travailler dessus pour permettre l'évolution. Et donc, du coup, je ne ferai pas de 100% télétravail parce que ça permettrait effectivement aux gens de déménager, de suivre leur femme ou leur mari et de garder un job à distance. Et moi, j'ai besoin de ce turnover. Donc, j'ai besoin que des gens partent. Et finalement, il y a des mesures que je ne mettrai pas en place pour permettre cette évolution et permettre aux gens de se sentir bien dans la boîte en se disant je pourrais y rester. Et pas je suis bloqué au poste où je suis. D'accord, très bien. Est-ce que les moments off entre salariés, c'est-à-dire le moment autour de la machine à café, ils ont diminué? Alors, ils ont diminué de par le fait que 2 jours de télétravail et un jour off fait que les gens se croisent moins souvent. Mais en fait, pour nous, chez nous, c'est important la machine à café et on va dire il y a 2 endroits où il y a du monde, machine à café et cigarettes. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans allez, 90% du temps passé à ces 2 lieux, c'est du temps de travail, c'est de la micro-réunion. C'est très rarement, alors c'est le lundi matin, le week-end qu'on se raconte, mais si on exclut ce moment-là, c'est souvent plutôt du travail en micro-réunion et la micro-réunion est souvent beaucoup, beaucoup plus efficace que la grosse réunion. Donc, non, ça n'a pas diminué, ça s'est même multiplié parce que finalement, comme il y a beaucoup de jours où on ne se croise plus, il y a plus de grosses réunions, donc il y a beaucoup de micro-réunions et beaucoup de temps qui peut être passé au café. En tout cas, moi, c'est là que je travaille au moins la moitié du temps. D'accord. Si on parle entre guillemets de votre volonté d'améliorer le bien-être en entreprise, c'est quoi les prochaines étapes après la semaine de 4 jours chez vous? C'est une question qu'ils m'ont posée. C'est-à-dire que quand je les ai vus, ils m'ont dit, eh, Laurent, donc l'année prochaine, on aura le droit à quoi? Et je leur ai dit, vous aurez le droit à rien. Et pourquoi j'ai répondu ça? Parce qu'en fait, comme je leur ai expliqué, ce qu'ils vivent, il faut vraiment les voir pour comprendre, hein. Quand je vous parle de bonheur des équipes, etc., ça transparaît, ça transpire. Et j'aurais dit que ce qu'ils vivaient, c'était pas normal qu'ils soient les seuls à le vivre. Que l'ambiance qu'il y a dans notre société, elle doit être ailleurs. On n'a pas le droit de garder égoïstement ce qu'on vit en ce moment pour nous. Et si moi, je cherche à aller plus loin, et je pourrais aller plus loin, hein, pour être honnête, quand je vous dis, une fois que la confiance est installée, que les salariés se sentent bien, on peut encore aller plus loin dans la confiance et dans tout ce qu'on met en place. Mais si je vais plus loin, je vais être l'entreprise qui va trop loin et qui est irrattrapable. Déjà, là, on intrigue, on est contre-intuitif. Moi, ce qui m'a paru simple à mettre en place, je me rends compte que pour beaucoup, beaucoup de monde, même quand ils ont envie, c'est pas aussi simple dans leur tête. Donc, si je franchis d'autres étapes, je vais complètement décrocher des wagons qui sont derrière et il n'y a aucune chance qu'à un moment, on inspire parce qu'on sera juste différent et irrattrapable. Donc, on ne doit plus avancer. Et c'est pour ça même si on pourrait faire d'autres choses, on n'en fera pas. En tout cas, pas tant que le mouvement derrière nous ne s'est pas enclenché, pas tant qu'il y a d'autres personnes pour en parler et le promouvoir, et que on puisse se dire de notre côté, OK, on peut franchir une étape de plus, mais parce que derrière, les wagons s'occupent d'amener les autres. Parce que c'est vrai qu'en termes d'entreprise libérée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être mises en place sur la gouvernance, sur la gestion de projet. Enfin, et donc là-dessus, pour l'instant, Il y a on des met un choses stop. qui... Alors, on n'est pas une entreprise libérée en tant que telle, mais on en a beaucoup, beaucoup de choses. On a même
un peu de modèle hybride. Je vais vous prendre un truc qu'il n'y a pas dans beaucoup de boîtes. Je n'ai pas de directeur commercial, je n'ai pas de directeur marketing, je n'ai pas de DRH, parce que quand ils sont partis, on les a pas remplacés et les équipes s'autogèrent maintenant. Donc, on a un peu d'entreprises libérées. Je n'ai pas de directeur généraux, même dans une boîte de 1000 personnes. Euh, donc, on s'en rapproche. On a un arbre hiérarchique un petit peu écrasé, mais on n'a pas volontairement écrasé l'arbre. C'est-à-dire que c'est plus sur des départs qu'on a laissé l'autonomie aux équipes plutôt que de chercher à le devenir. D'accord. Alors, j'ai une question de Nathalie, je vais vous la poser parce que elle est sympa. Et après, on essaiera de synthétiser pour terminer ce podcast. Est-ce que vous considérez plutôt comme entrepreneur ou plutôt comme humaniste? Ou les deux, peut-être? Les deux. Les deux, parce que je vais être réaliste, tout ce que j'ai mis en place, j'ai vérifié avant qu'économiquement c'était viable. Je reste un entrepreneur qui gère une entreprise dont j'espère qu'elle fasse de la croissance et qu'elle surperforme les autres. J'ai ce côté entrepreneur. Au-delà de ça, j'ai envie que les équipes qui vivent cette aventure avec moi la vivent dignement, la vivent en étant heureuse et en se sentant bien. Le rêve de la plupart des entrepreneurs, sauf que comparé à d'autres, peut-être que je vais plus loin. Et en ça, je suis certainement un peu plus humaniste que d'autres. Donc oui, je dirais les deux. D'accord, super, merci beaucoup. Dernière question, on arrive à la fin de ce podcast. Si en fait on pouvait synthétiser 2-3 idées sur la mise en place de la semaine de 4 jours, qu'est-ce qu'il faudrait retenir pour vous? Wow, des idées sur la mise en place. Alors, je vais reprendre le dernier truc, le côté entrepreneur et humaniste, parce que finalement, ça montre que les deux marchent ensemble, déjà. C'est-à-dire que en étant entrepreneur et humaniste, j'ai quand même la société la plus performante de mon secteur. Donc, ça n'est pas incompatible, voire au contraire, c'est totalement compatible. Après, moi, la question qui me reste et que je me pose, c'est pourquoi pour toi, ça a été tellement évident de franchir le cap et qu'est-ce qui fait que chez les autres, même quand ils ont envie, parce que j'ai croisé beaucoup de monde qui a vraiment envie qui se dit oui, il faut que je le fasse, mais qui bloque quelque part. Où est cette différence entre les deux? Peut-être un côté inconscient de ma part ou un côté intuition un peu qui fait que je me suis dit de toute façon ça marchera un minimum. Mais j'invite en tout cas les gens à se dire il y a une chose qui est importante. Je n'avais pas anticipé tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Je vais pas vous dire j'avais imaginé pire parce que j'avais imaginé du bien dans le sens, mais j'avais pas imaginé autant de bien. Je n'ai eu que des bonnes surprises. Le point qu'on devait faire à 3 mois, à 6 mois, on l'a jamais fait. Il n'y a pas eu besoin. Et moi, je n'ai fait que découvrir des équipes qui se portaient super bien. Ce que je vous raconte aujourd'hui, j'aurais pas pu vous le raconter avant de l'avoir mis en place. J'aurais pas imaginé le quart de ce que j'ai vécu. Et même au moment où je l'ai mis en place, je ne me serais même pas imaginé en promoteur des 4 jours parce que moi, je mettais la mesure pour nous. Seulement ce qu'on vit, c'est tellement incroyable que ce serait vraiment injuste que je vous en parle pas. Parce que plus il y en a qui iront, plus on se rendra compte que je ne suis pas le seul à raconter ça. Et plus il y a de chances, sans aller à toutes les entreprises pour plein de raisons différentes, et peut-être qu'il y aura d'autres modèles à inventer, en tout cas qu'il y a de chances qu'on avance dans ce sens-là, parce que ça n'est pas un non-sens économique, au contraire. Ça n'est pas un non-sens de productivité, au contraire, même si tout ce que je viens de vous dire paraît très contre-intuitif. En tout cas, donc, si on peut synthétiser, c'est tester, mettez en place et laissez peut-être vos salariés essayer et leur faire confiance, en fait. Et peut-être une chose, moi j'ai été, parce qu'on m'a posé la question quand je l'ai mis en place, on teste combien de temps et j'avais dit il n'y a pas de test. Vous pouvez faire un test de 2-3 mois et vous verrez très très vite que vous ne reviendrez pas en arrière. Super, ben ça c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Laurent pour votre participation. Pour ceux qui posent la question, sachez que cet enregistrement est un podcast, donc il sera diffusé dans les semaines qui viennent sur le podcast Meeting Club, que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes connues qui gèrent des podcasts sur notre site internet. Voilà, donc merci à tous pour votre participation très dynamique aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent de la Clergerie pour votre participation et pour de belles aventures. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et plein de croissance et plein de bien-être. Et nous, on se retrouve, chers auditeurs, au prochain épisode. Je vous souhaite à tous une agréable journée. À très bientôt. Merci.
Merci. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.